Bon, ça fait juste à peu près 2 heures que j'essaie de lancer cette vidéo, donc je crois qu'à un moment donné, il va falloir se lancer. Je m'appelle Trouillet, je lis beaucoup de fantasy, mais pas que. Et j'ai donc décidé de lancer une chaîne pour vous parler de mes lectures, génériques ou singles. Allez, on y va. Pour cette première vidéo, j'ai décidé simplement de vous présenter juste les sagas que je suis en train de lire depuis quelques temps. Parce qu'elles ne sont pas terminées, elles sont très longues, et je me suis dit, pourquoi pas vous partager mes sagas. Je pense faire des vidéos après peut-être plus précises sur les différentes sagas justement, mais là je voulais simplement faire une présentation générale pour voir un petit peu ce qui vous intéresse, avoir votre avis et voir aussi comment vous voudriez, ce que vous voudriez que j'aborde par la suite. À vous de me dire, n'hésitez pas dans les commentaires, ça m'a plu, ça m'a pas plu, parle-en, je connais pas, je connais, pourquoi est-ce que tu me parles de ça, est-ce que tu es payé pour faire ça? Absolument pas, pas encore. Première saga que j'ai donc sur ma merveilleuse tablette, oh là là. Je ne vous parle pas de ma tablette aujourd'hui, j'en parlerai à un moment donné peut-être, mais elle est merveilleuse et voilà, je l'adore. Première saga, la saga de l'Assassin Royal. Bon, c'est une saga qui est assez connue, l'Assassin Royal, mais je pense qu'elle n'est pas toujours très bien présentée à cause de son titre. Quand on entend Assassin Royal, moi c'est ce que je me suis imaginé, c'est quelque chose un peu à l'Assassin's Creed, quelqu'un dans l'ombre qui va tuer pour le roi, plein de trucs, etc. En réalité, bon, ça déjà c'est le titre français de cette immense saga. Les premiers tomes, en tout cas la première trilogie, racontent les aventures de Fitz, justement, un bâtard. Alors, un bâtard dans le sens où c'est le fils à la fois du futur roi et d'une maîtresse qui n'est pas la femme du futur roi. Bref. Donc, ce fameux Fitz va être élevé pour devenir l'assassin du roi. Et de cette histoire-là va découler tout un tas d'histoires. Il y a dans cet univers 5 trilogies, composées à chaque fois de 3 tomes, ce qui est logique parce que c'est la définition même d'une trilogie, et 3 de ces trilogies concernent justement les aventures de Fitz. Et vous avez 2 trilogies complémentaires qui ne sont pas obligatoires pour suivre les aventures de Fitz, mais néanmoins permettent de compléter le monde. J'ai lu la première trilogie, j'ai lu la deuxième trilogie qui concerne justement les pirates, etc. Il se passe plein de choses. Et maintenant, je suis dans la deuxième trilogie. Non, je m'embête les pinceaux. J'ai lu la première trilogie, j'ai lu la deuxième trilogie. Maintenant, je suis dans la troisième trilogie, mais c'est la deuxième qui concerne Fitz, donc le fameux assassin royal. Mon rapport à cette saga, il est assez conflictuel, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses que j'adore et beaucoup de choses que je déteste. Donc je suis un petit peu embarrassé de devoir commencer par ça, et pour autant, il faut bien se prêter à l'exercice. Ce que j'adore, ce sont un certain nombre de personnages qui sont intéressants et qui sont extrêmement bien développés. L'autrice prend son temps de les construire, de les présenter, de nous révéler certains aspects de leur personnalité, de les faire évoluer, et on en vient à les adorer, vraiment, et à être inquiet pour eux, et avoir peur de les voir mourir. Le problème, c'est que l'un de ces personnages est mis en avant, et c'est le personnage de Fitz, qui, à mon sens, peut être le moins intéressant, et parfois même le moins crédible. Fitz, c'est un adolescent au début, qui grandit au fur et à mesure, et il reste toujours assez naïf, assez grincheux, assez râleur, assez malheureux, à se plaindre. Bon, évidemment, il lui arrive plein de choses. Pour autant, on est en permanence dans la tête de Fitz, et ça, c'est parfois un peu délicat. Heureusement, il y a beaucoup d'échanges avec ces autres personnages, et j'aime beaucoup. Un autre problème que j'ai avec cette saga, c'est qu'elle est extrêmement lente. Vraiment. Moi, j'aime bien qu'on sait vers quoi on se dirige. Or, l'autrice, elle construit. Il y a plein de choses. Je ne sais toujours pas si je vais avoir une réponse. Or, ça fait quand même maintenant, il y a à peu près 800 pages par tome. Vous imaginez que j'ai lu quasiment 7 ou 8 tomes là. Je ne sais toujours pas où ça va. Et le rythme des trilogies est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a toujours un tome d'introduction, un tome de conclusion, et le deuxième tome, c'est pas mal de péripéties pour amener réellement ce qui est en train de se produire. C'est généralement mon tome préféré. Honnêtement, dans cette saga, le tome 2, c'est généralement le tome que je préfère. Le tome 1, je m'ennuie à mourir, on la voit en train de construire son petit décor. Tome 3, c'est la conclusion, et les conclusions, généralement, j'attends quelque chose d'assez épique. C'est pas toujours le cas, ou c'est un petit peu décevant, ou alors ça se termine assez rapidement. Bon.
Pourquoi je continue cette saga alors que je vous ai quand même évoqué un certain nombre de points négatifs? Bah parce que, mine de rien, je suis attaché au personnage et j'ai envie de voir ce que ça va donner tout ça. J'ai envie de voir comment ils vont évoluer, grandir, périr peut-être. J'en ai vu déjà un certain nombre mourir et je suis assez triste et blessé. Il y a des scènes qui m'ont véritablement touché. Il y a une vraie magie, une vraie sensibilité et de réelles qualités qui font que je pense qu'il faut avoir lu un petit peu l'Assassin Royal. Je vais continuer cette saga, il y a des hauts, il y a des bas, et quand c'est en haut, eh ben, je prends beaucoup de plaisir, quand c'est en bas, je me dis c'est pas grave, ça va passer, et ça finit toujours par passer. Je pense qu'à la fin, je serais quand même content d'avoir lu euh, les, les 15 tomes de 900 pages. Aïe aïe aïe. Saga numéro 2. C'est même pas... Enfin honnêtement, on peut pas parler de saga. Vous voyez, ça c'est le tome 1. Oh mince, il brille trop, je peux pas vous le montrer. Ah oui, voilà, comme ça sera parfaitement. Oh, qu'est-ce qui brille. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une saga? Vous voyez, ça fait à peu près 200 pages, il y a 6 tomes, c'est 1200 pages. C'est rien, c'est vraiment rien du tout, ça se lit super vite. Blackwater, c'est sorti il n'y a pas très longtemps en France. Ça a été en tout cas édité en France il n'y a pas très longtemps, donc je pense que vous connaissez toutes et tous cette fameuse et extraordinaire saga. C'est pas exactement de la fantasy Blackwater, mais il y a une touche plutôt de fantastique, très légère, pas très légère, ça dépend des points de vue. Moi je trouve qu'elle est légère, mais elle est quand même là. Blackwater, ça raconte l'évolution de la famille des Casquets, qui en Amérique, dans une petite ville à côté justement d'une rivière, découvre, rencontre une mystérieuse jeune femme et l'intègre à la famille. Et cette rencontre avec la famille va créer tout un tas de problèmes, parce que évidemment la mère, la matriarche du clan Casquet la déteste, la supporte pas, la fameuse Mary Love, et va tout faire pour la faire sortir de la famille, pendant que Oscar, le fils, au contraire, tombe amoureux d'elle. Et vous avez comme ça une saga autour de tous ces petits personnages, parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Vous avez très vite, au début des tomes, c'est pas encore le cas pour le tome 1, un arbre généalogique, parce que, évidemment, au début, on commence avec la mère, le père n'est pas là, enfin le père est mort, les enfants, éventuellement les cousins, etc. Et ça s'agrandit au fur et à mesure et ça s'étend. C'est super plaisant à lire parce que ce sont des chapitres très courts, très brefs, qui fonctionnent très bien indépendamment les uns des autres. Chaque chapitre, c'est, si vous voulez, une petite histoire. À la base, c'était une saga qui était publiée dans un journal, donc il fallait que chaque chapitre ait son début et sa fin pour donner une sorte de satisfaction immédiate et en même temps donner envie de savoir la suite parce qu'on voulait toujours savoir qui va épouser qui va se marier avec qui. Il y a un petit côté Desperate Housewives. Oui, mon accent est affreux, hein, évidemment, mais vous me le pardonnerez. Et en même temps, il y a un côté un petit peu Stephen King, parce que cette fameuse Elinor, elle est quand même un petit peu particulière, elle a un lien avec la rivière qui est étrange. Euh, je ne veux pas vous spoiler, je ne vais pas en dire davantage, parce que je préfère que vous ayez vous-même la découverte de ce qui se passe, mais il se passe quand même des éléments étranges. Et en même temps, vous attendez pas à une réponse sur ces éléments étranges parce que c'est vraiment dans le décor. Et derrière tout ça, on se concentre davantage sur les personnages. Moi, il y a un petit côté de Dallas que j'aime beaucoup parce que les Casquets, c'est quand même une famille qui est blindée, vraiment super riche. Ils ont une scierie et ils font plein de sous avec ça. Donc c'est quand même une famille extrêmement aisée. Il y a un côté assez moderne dans l'œuvre sur un certain nombre d'aspects, notamment, j'allais dire, sur l'homosexualité des personnages, sur le féminisme, parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins qui sont forts et importants et qui ont le contrôle. La Syrie, elle n'est pas dirigée par les hommes, hein, c'est les femmes qui la dirigent et qui se battent pour la diriger. Il y a des réflexions autour justement des maris qui sont souvent présentés comme violents, dangereux, enfin pas tous, mais un grand nombre sont quand même présentés comme des incapables, des bons à rien, voire des personnages très violents. Seul bémol que je donnerais sur ce roman, c'est que il y a beaucoup de personnages noirs qui sont à peine développés. Honnêtement, ils sont dans le décor là et on n'en parle pas. Pour un livre qui se veut moderne, je trouve que l'auteur il est passé à côté de cette dimension-là, qui est parfois évoquée, hein, parce que les Casquets, c'est une famille blanche, et ils sont, à l'exception de Mary Love, qui est assez affreuse, hein, elle est dans la tradition, elle est hyper raciste et tout, enfin vraiment, les esclaves, tout ça. Les autres, ils sont super ouverts, au contraire, et ils sont beaucoup dans... comment dire, ils sont beaucoup pour les intégrer à la famille, et encore, ça reste des domestiques qu'on traite comme des humains. Donc je trouve que c'est quand même, cette dimension-là, elle est un peu limitée et un petit peu décevante. C'est une saga qui est quand même très plaisante, intéressante et qui vous entraîne parce elle est vraiment, c'est super facile à lire. Donc on a toujours envie de relancer. Et enfin, un dernier argument,
l'édition Toussaint l'ouverture, franchement, magnifique. C'est une des raisons qui m'ont poussé à acheter le bouquin, hein. Honnêtement, c'est simplement la couverture. Je savais pas du tout dans quoi je me lançais. Je me suis dit, c'est très beau, il me faut ça dans ma bibliothèque. Et maintenant, je suis très content de les avoir. Je suis au tome 5, d'ailleurs, je l'ai commencé. Je suis content d'avoir avancé dans le temps, parce qu'il y a ça aussi qui est intéressant, c'est que on va d'année en année. Là, c'est pas 50 ans plus tard, mais facilement 30 ans plus tard. Donc, j'ai hâte de savoir comment tout ça va se terminer et de voir qui va conclure cette immense et merveilleuse saga. Troisième saga, un pavé pour illustrer ma souffrance. Cette souffrance dans laquelle je vis... Non, souffrance, j'exagère, hein, ça reste du plaisir, hein, sinon je ne le lirai pas. Mais pour partager, vous montrer, vous illustrer à quel point cette saga pèse. Parce que ça, c'est le tome 1, il y en a 14. La roue du temps de Robert Jordan. Alors là, pour le coup, c'est de la vieille fantaisie classique. On suit au départ le petit Rand, fermier, qui est emporté par les événements, qui se retrouve à quitter son village, à suivre la mystérieuse Moiraine, puissante magicienne, pour affronter, pour fuir en tout cas, les forces du mal qui détruisent le village. Voilà, c'est super classique, vraiment, c'est de la fantaisie... qui n'invente rien, mais en même temps, elle n'a rien à inventer. Elle était à la base, j'allais dire, de la fantaisie. Dans chacun des tomes, on voit Rand affronter les envoyés du mal. Hein, ils sont, je sais pas combien, une quinzaine, et puis quand il y en a un qui meurt, ils reviennent, enfin bref. Et ce qui est, à mon sens, intéressant dans cette saga, c'est qu'elle s'intéresse à développer l'univers, qui est quand même extrêmement bien construit. Vous avez des tas de pays avec des tas de dirigeants, des tas de problèmes, des tas de cultures. On va avoir comme ça, au fur et à mesure, différents points de vue. Des points de vue masculins, des points de vue féminins. Les points de vue féminins sont insupportables, parce que je trouve que malheureusement, l'auteur, il est assez misogyne dans sa façon de les traiter. Là, pour le coup, c'est parfois douloureux, parce qu'on passe sur de nombreux tomes à des filles qui se crêpent le chignon pour des histoires de garçons, des histoires de qui décide, de ci, de ça. C'est compliqué. La qualité des tomes varie, honnêtement. J'ai trouvé certains tomes très bons, d'autres moins bons. Parfois c'est long, il a du mal, on ne sait pas trop où il veut nous emmener, on ne sait pas trop qui est le méchant du tome, quel est le problème. Et d'ailleurs le méchant, il arrive d'un seul coup, il sort au dernier chapitre, il dit en fait j'étais là depuis le début. Et du coup, du coup on te tue, et il le tue. C'est pas toujours très bon. Pour autant, là je suis au tome 6, et honnêtement, là je me régale. Alors vous allez me dire, s'il faut arriver au tome 6... Pour apprécier tout ça, c'est quand même compliqué. C'est pas forcément évident de se dire allez, je lis 1, 2, 3, 4, 5 tomes et ça va finir par être bon. Pour autant, une fois qu'on est lancé, c'est quand même dur d'arrêter parce qu'on a envie de voir où ça va. Parce que pareil, les personnages se mettent à grandir, à aimer, à se marier, potentiellement faire des enfants. J'y suis pas encore, mais ils vont bientôt ou tard se mettre à faire des bébés. Il y a un petit côté feu de l'amour qui fait que moi j'adore. Voilà, moi je suis un grand sensible au niveau des feux de l'amour. J'adore voir des personnages se mettre ensemble, rompre, disputer. Alors là, il n'y a que ça, hein, les feux de l'amour. C'est vraiment les feux de l'amour en fantaisie. Hein. Il y a vraiment, j'aime moi non plus. Mon seul regret, c'est qu'au niveau des sentiments, on a parfois du mal à comprendre. C'est vraiment un personnage qui vient et qui dit tiens, je l'aime lui. Et puis au bout de quelques tomes, ah finalement, toi, je me rends compte que je t'aime pas. Et ah bon, elle dit ah ouais non non, c'est fini. Et je suis voilà, ça c'est quand même un peu dommage. À côté de ça, il y a quand même pas mal de qualités, je répète, je pense que c'est une œuvre qu'il faut avoir lu, parce que ça pose beaucoup de choses, il y a une créativité extraordinaire, ça reste pour moi un pilier de la fantaisie. L'auteur est mort. Bon, ça arrive, hein. L'auteur est mort en cours de route, et c'est Brandon Sanderson qui a repris la suite. Or, Sanderson, c'est l'un de mes chouchous, et je suis curieux de voir ce que ça va donner avec lui, parce que honnêtement, lui, je lui fais à 100% confiance. Cette saga dans les mains de Sanderson, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dernière saga que je suis en train de lire. Je vous ai parlé tout à l'heure de Brandon Sanderson, et bien je suis en train de lire les archives de Richard, les archives de Richard. Les archives de Richard, oh là là. Je ne sais même pas comment je vais vous résumer ça, parce que il y a actuellement 4 tomes, divisés eux-mêmes en volumes, si je dis pas de bêtises.
ou des volumes divisés en tomes. Honnêtement, je fais jamais la différence. Si quelqu'un veut me l'expliquer, faites-le, je ne retiendrai pas, mais c'est pas grave. Et donc, moi, je suis dans le tome 1, volume 2, La Voix des Rois. Je sais vraiment pas comment je vais vous résumer ça, parce que je trouve que c'est d'une complexité folle, et j'ai failli arrêter la lecture. Honnêtement, le début du tome 1 était super, super dense. En fait, le problème avec Sanderson, c'est qu'il vous donne plein de mots vocabulaire, mais vraiment plein, 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 de son univers. Il les explique pas, et il cherche à vous les faire comprendre naturellement. Donc au début, vous ne comprenez rien. Vous êtes là, Paliris, Sombriris, Flugiflamme. Moi je suis là, mais quoi? En permanence. Et c'est que ça, que ça, que ça. Oh, Père des Tempêtes. Oh, des sprennes. Oh, il y a un sprenne de mort, sprenne de vie, sprenne de feu, de vent. Mais de quoi vous parlez? Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que il prend jamais vraiment le temps de les expliquer, il le fait au fur et à mesure. Force d'en parler, on finit par comprendre, on finit par intégrer, et à la fin on comprend. On comprend ce langage qui au début nous semblait mais vraiment mais super difficile. On finit par aimer. Alors vous allez me dire, mais de quoi ça parle? Là encore, à expliquer, je trouve que c'est pas simple, parce que moi-même, pour le moment, j'ai du mal à comprendre. On a différents points de vue, différents personnages. Le plus important, à mon sens, c'est Kaladin, ou Kaladin, comme vous voulez, qui est un ancien militaire qui travaille désormais comme esclave dans un espèce de camp qui oblige les esclaves en fait à porter des ponts pour les militaires. Ils ont des ponts, et les esclaves courent avec le fameux pont sur le dos pour permettre justement aux militaires d'accéder à différents endroits pour faire la guerre. Évidemment, quand vous êtes esclave de pont, c'est super compliqué parce que les ennemis, ils n'ont qu'une envie, c'est de vous tirer une flèche dans la tête. Donc vous vivez pas très longtemps. Et ce Kaladin, lui, il est quand même super malin, super intelligent, et il se dit, moi et mes amis qui portons le pont, on va tout faire pour survivre et s'en sortir. Donc on suit ce personnage-là, et il lui arrive des choses un petit peu étranges. On a l'impression que il y a un destin qui est plus important derrière ce personnage, donc on va le suivre et s'y intéresser. On a aussi des personnages féminins qui sont vraiment super bien, qui, elle, vient d'une famille qui est sur le déclin total, et se dit, je vais voler un objet magique à une femme qui est une sorte de philosophe. Je vais devenir son élève, et je vais lui piquer son objet magique pour sauver ma famille. Évidemment, être confronté à cette femme, c'est justement réfléchir sur la philosophie, découvrir sur le monde, et elle se met à hésiter, est-ce que je suis capable de le faire, est-ce que je veux le faire, etc. Et enfin, l'un de mes points de vue préférés, c'est un haut prince du royaume qui a l'impression de perdre la tête. Parce que lorsqu'il y a une tempête, il est plongé dans une illusion du passé, et il voit des choses. Et il ne sait pas si c'est vrai ou pas. Moi, j'ai tendance à croire que c'est vrai, parce qu'évidemment, c'est pas juste pour jouer comme ça avec sa folie, etc. Mais lui, il en doute, il n'est pas trop sûr. Et il voit des images, en fait, des anciens héros qui ont disparu il y a très très longtemps, qui ont quitté la planète, apparemment, enfin, qui ont quitté le pays, qui ont trahi le pays. Et il essaye de comprendre un certain nombre de choses vis-à-vis de ça. Et vis-à-vis de ce mystérieux livre qu'est La Voix des Rois. C'est super intéressant. Honnêtement, moi je suis dans le tome 2, dans la partie 2 du tome 1, si vous voulez. Il me reste 350 pages. Je suis comme ça. Là, en ce moment, chaque chapitre, je termine, j'ai envie de lire la suite. C'est vraiment, ça avance à toute vitesse, alors que le début était super lent. J'ai trouvé que c'était vraiment très lent. Et fallait s'accrocher. Un tome, vous l'imaginez qu'en fait, un tome entier, c'est 1200 pages qu'il a découpé du coup en deux volumes, parce que évidemment 1200 pages à proposer à un éditeur ça marchait pas, et en plus l'éditeur il se dit c'est plus de sous divisé par deux, mais là-bas c'est une histoire de 1200 pages, donc le premier tome c'est vraiment une grande introduction. Il se passe quand même des choses, hein, mais je trouvais que c'était quand même assez lent, assez difficile. Honnêtement à un moment donné j'ai décroché, j'ai même fait une grosse pause de lecture après ça, tellement j'étais... Et j'ai repris. Là, j'ai repris le tome 2 et vraiment, c'est un réel plaisir. Donc, La Voix des Rois de Brandon Sanderson, j'adore. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Je vous en parlerai quand j'aurai terminé, mais
incroyable, incroyable. Bon, c'est tout pour cette vidéo qui est déjà extrêmement longue. J'ai pas développé davantage sur les différentes sagas, mais si on a une qui vous semble intéressante et vous voulez des précisions parce que vous avez envie de la débuter, de la commencer, savoir si c'est dur ou pas, n'hésitez pas à me le signaler. Moi, ça m'encouragerait davantage à me concentrer sur celle-là. On verra, ça va dépendre de vous. N'hésitez pas en tout cas à m'encourager en me suivant. Je sais pas où je vais mettre. D'ailleurs, je sais pas si je le mettrai parce que je suis même pas sûr d'y arriver. En mettant un petit pouce parce que ça fait toujours extrêmement plaisir. Et en partageant évidemment vos différents avis, sans spoiler parce que j'ai évité de le faire, ne le faites pas, sur les différentes sagas évoquées. Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.